Ils étaient censés célébrer, Faure Gnassingbé et son peuple togolais étaient supposés fêter ensemble l'anniversaire du président. 2 décennies de stabilité dans l'art de maintenir le statu quo familial au pouvoir. Ça avait pourtant si bien commencé. Enfin, si on ignore les signes évidents qu'héritait du fauteuil présidentiel de papa en 2005, c'était peut-être pas le meilleur plan démocratique du siècle. Le 6 juin 2025 devait être un jour de liesse nationale. À la place, Lomé s'est transformé en champ de bataille urbain. Parce que visiblement, quand on fête ses 20 ans de pouvoir en modifiant discrètement la Constitution pour rester indéfiniment, le peuple a parfois des réactions, épidermiques. Mais des jeunes manifestants ont débarqué avec des slogans moins festifs que prévu, et l'histoire va prendre une tournure que personne n'avait vu venir. Enfin, personne, sauf les 99% de Togolais qui avaient prédit cette explosion depuis des mois. Dans ce monde merveilleux de la politique africaine, où les transitions démocratiques sont aussi rares que les licornes et les réformes constitutionnelles servent surtout à prolonger les mandats, il est vital de pouvoir compter sur une analyse qui ne vous prendra pas pour des idiots. C'est là que nous entrons en jeu. Oui, encore nous. Chez nous, nous n'avons ni sponsors gouvernementaux embarrassants, ni actionnaires aux motivations douteuses, ni patrons qui nous dictent quoi penser. Nous sommes ce qu'on appelle pompeusement un média totalement indépendant. En vous abonnant, vous participez à cette noble mission de décryptage de l'actualité sans langue de bois ni complaisance. C'est simple, c'est gratuit, et ça nous permet de continuer à vous raconter ces histoires édifiantes sur la nature humaine et ses surprenantes capacités d'auto-sabotage. Revenons au début de cette histoire, ou ce qu'on peut appeler charitablement une success story dynastique à la togolaise. Pour comprendre pourquoi le 6 juin 2025 a viré au chaos, il faut remonter à 2005. Époque bénie où la passation de pouvoir de père en fils était encore considérée comme un détail constitutionnel négligeable. À l'époque, Faure Gnassingbé héritait du fauteuil présidentiel de son père Gnassingbé Eyadema, mort après 38 ans de règne, un bail qui ferait pâlir d'envie n'importe quel propriétaire parisien. Le fils était alors un jeune quinquagénaire plein d'espoir et de promesses démocratiques. L'opposition, de son côté, était déjà divisée entre ceux qui criaient au scandale et ceux qui se consolaient en se disant qu'au moins le nouveau président parlait français sans accent. 20 ans plus tard, le tableau a légèrement évolué. Faure règne toujours, l'opposition crie toujours, mais avec une nouveauté croustillante. En avril 2024, une petite réforme constitutionnelle discrète a instauré un régime parlementaire. Pourquoi ? Officiellement, pour moderniser les institutions. Officieusement, pour créer un poste de président du Conseil des ministres, devine qui va hériter de ce nouveau joujou constitutionnel avec des pouvoirs exécutifs élargis. Le contexte économique, lui, n'aide pas vraiment à l'ambiance festive. Les prix du carburant grimpent plus vite que l'ego présidentiel, le coût de la vie explose comme une bombe à retardement social. Et la jeunesse togolaise découvre que les promesses d'emploi se transforment mystérieusement en postes de fonctionnaires d'un fantôme. Pendant ce temps, les voix critiques disparaissent une par une. Le rappeur Améron, connu pour ses paroles peu diplomatiques envers le pouvoir, s'est retrouvé embarqué le 26 mai et transféré dans un hôpital psychiatrique. Parce que visiblement, critiquer le gouvernement relève désormais de la pathologie mentale, une innovation juridique qu'on n'avait pas vu venir. L'atmosphère était donc explosive, comme un mélange de frustration économique, de lassitude politique et d'autorité qui se durcit. Bref, tous les ingrédients d'un cocktail social parfaitement inflammable, servi le jour de l'anniversaire présidentiel. L'ironie était tellement évidente qu'elle en devenait presque artistique. Tout bascule dans la nuit du 5 au 6 juin 2025. Pendant que Faure Gnassingbé se préparait probablement à souffler ses bougies présidentielles, des groupes de jeunes parcouraient déjà les artères de Lomé en scandant des slogans moins mélodieux que « Joyeux anniversaire ». Le mot d'ordre. Assez un terme d'une complexité rhétorique saisissante mais d'une efficacité redoutable. L'incident déclencheur véritable. L'apparition d'une vidéo du rappeur Améron depuis son hôpital psychiatrique. Rien de tel qu'un artiste embastillé pour galvaniser une jeunesse qui commençait à trouver le temps long. Les réseaux sociaux s'enflamment. Enfin, autant qu'on peut s'enflammer quand on sait que Big Brother togolais surveille chaque like suspect. Dans la matinée du 6 juin, les choses se corsent. Et par se corser, j'entends évidemment que des dizaines de manifestants se rassemblent près de la présidence. Réaction côté pouvoir. Déploiement massif de forces de l'ordre, comme si Lomé était soudain devenu le théâtre d'une invasion extraterrestre particulièrement bien organisée. Réaction côté manifestants. Détermination croissante, parce que rien ne motive plus une foule que de voir des gendarmes en tenue anti-émeute un jour d'anniversaire présidentiel.
L'escalade suit son cours prévisible. Les forces de sécurité sortent les gaz lacrymogènes, l'argument massu de la diplomatie moderne. Les manifestants résistent et se regroupent au carrefour des cônes, l'un des points névralgiques de la capitale. Certains parlent même de marcher sur la présidence, ce qui relève soit du courage admirable, soit de l'inconscience juvénile, les deux n'étant pas incompatibles. Et puis, l'inévitable arrive. Les affrontements. Pas de mort cette fois, miracle togolais ou simple chance, mais des blessés par les gaz et les interventions musclées. Les journalistes qui couvrent les événements se font interpeller et contraindre d'effacer leurs images. Parce que, visiblement, la liberté de la presse est un concept qui s'applique surtout aux bonnes nouvelles et aux couvertures d'anniversaires présidentiels réussis. Pendant ce temps-là, le gouvernement publie un communiqué qualifiant les appels à manifester d'incitation à un soulèvement populaire. Terme juridique charmant pour désigner l'expression citoyenne du mécontentement. La menace de sanctions tombe comme un couperet, parce que rien ne calme une foule en colère, comme la perspective de finir en prison pour avoir exprimé son opinion. La journée se termine sur un stalemate tendu. Manifestants déterminés à camper sur place, forces de l'ordre en position défensive, gouvernement qui brandit la menace légale. Un anniversaire présidentiel qui restera dans les annales, pas forcément pour les bonnes raisons, mais au moins pour son originalité. Qui a dit que la politique togolaise manquait de créativité ? Faure Gnassingbé est un président héritier. Pour lui, gouverner le Togo relève moins de la vocation démocratique que de l'entreprise familiale à transmettre aux générations futures. Sa vision du monde. Le pouvoir, c'est comme un bon vin. Ça se bonifie avec le temps et ça ne se partage qu'avec parcimonie. Une philosophie qu'il partage avec tous les dirigeants qui confondent mandat présidentiel et bail amphithéotique. Sa priorité absolue, maintenir la stabilité. Euphémisme charmant pour désigner la perpétuation du système Gnassingbé. 20 ans au pouvoir lui ont enseigné une leçon fondamentale. Les changements constitutionnels discrets valent mieux que les révolutions bruyantes. Approche pragmatique, certes, mais qui néglige un détail minuscule, l'avis de la population concernée. L'opposition togolaise, elle, souffre d'un syndrome classique, la fragmentation chronique matinée d'espoir éternel. Jean-Pierre Fabre, de l'Alliance nationale pour le changement et les autres leaders opposition vivent dans cette contradiction permanente entre la dénonciation du régime autoritaire et la participation à un jeu politique dont ils connaissent parfaitement les règles truquées. Leur erreur de casting, croire qu'on peut battre un système de l'intérieur en respectant des règles constitutionnelles que l'adversaire modifie à sa guise. C'est comme jouer aux échecs contre quelqu'un qui déplace les pièces selon les besoins du moment. Techniquement, c'est encore du jeu d'échecs, mais l'issue est légèrement prévisible. Au fond, pourquoi cette explosion était-elle inévitable ? Parce que 20 ans de pouvoir sans alternance, plus une réforme constitutionnelle cosmétique, plus une répression qui se durcit, ça donne un cocktail social explosif que même un débutant en sciences politiques aurait pu anticiper. C'était comme essayer de comprimer un ressort pendant des années en espérant qu'il ne rebondira jamais, physiquement improbable, politiquement suicidaire. La jeunesse togolaise, elle, a développé cette capacité remarquable à supporter l'insupportable tout en gardant l'espoir du changement. Génération sandwich entre la résignation de leurs parents et l'impossibilité d'émigrer massivement, ils ont choisi la rue comme exutoire. Leur mécanisme de défense, l'humour, la débrouillardise est cette fois inébranlable que ça ne peut pas durer éternellement. L'entourage présidentiel, composé de cette cohorte habituelle de conseillers qui confondent lucidité et pessimisme, n'a manifestement pas su anticiper que modifier la Constitution pour prolonger le pouvoir pourrait, agacer légèrement la population. Biais cognitif classique. Quand on vit dans une bulle dorée depuis 20 ans, on finit par prendre ses propres arguments pour la réalité. Le gouvernement togolais souffre de ce syndrome du « tout va bien tant qu'on contrôle l'information ». Stratégie qui fonctionne parfaitement, jusqu'au moment où la rue décide de prendre le relais des médias. Là, curieusement, les communiqués officiels perdent de leur efficacité persuasive face au gaz lacrymogène en direct live. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Indice, rien de très rassurant pour la stabilité régionale, mais beaucoup de matière pour les observateurs de la comédie politique africaine. La question centrale est simple. Faure Gnassingbé peut-il encore faire semblant que cette petite réforme constitutionnelle n'est qu'un détail technique sans importance ? Spoiler alerte, probablement pas, mais il va essayer quand même parce que reconnaître l'évidence n'a jamais été le fort des dirigeants en fin de cycle. Analysons les forces en présence. Côté pouvoir, l'appareil d'État, l'armée, le contrôle des institutions et cette capacité remarquable à transformer chaque crise en manipulation de l'étranger. Atout non négligeable,
mais d'une efficacité relative quand la rue gronde. Faiblesse respective, une légitimité populaire en chute libre et cette tendance fâcheuse à répondre aux revendications politiques par la répression, méthode qui a ses limites temporelles. Côté opposition, la motivation est au maximum, la jeunesse mobilisée, les réseaux sociaux activés. Mais les faiblesses demeurent. Division chronique des partis, absence de leader charismatique unificateur et cette habitude de s'essouffler après quelques manifestations. Facteur externe imprévisible, l'attitude de la communauté internationale qui oscille généralement entre déclarations préoccupées et inaction diplomatique polie. À court terme, on peut s'attendre à une escalade contrôlée. Le pouvoir va alterner répression et concessions cosmétiques. L'opposition va maintenir la pression tout en espérant ne pas franchir la ligne rouge qui déclencherait une répression massive. À long terme, c'est plus compliqué. Soit Gnassingbé comprend que son système a atteint ses limites et amorce une vraie transition, soit il s'enferre dans l'autoritarisme jusqu'à l'explosion finale. Mais au-delà du cas togolais, c'est le problème récurrent de la démocratie africaine qui se rejoue. Encore une fois, comment sortir des systèmes de pouvoir personnalisés sans passer par l'effondrement? Comment concilier stabilité et alternance? Question que se posent tous les pays de la région avec des succès variables et des échecs spectaculaires. Les scénarios d'évolution. Le scénario optimiste. Gnassingbé accepte un dialogue national, révise sa réforme constitutionnelle et organise une vraie transition, probabilité équivalente à celle de voir neiger à Lomé en juillet. Le scénario réaliste. Pourrissement de la situation, répression accrue, opposition qui s'essouffle, maintien du statu quo jusqu'à la prochaine crise. Malheureusement, le plus probable. Le scénario catastrophe, escalade incontrôlée, répression sanglante, déstabilisation régionale, avec une délectation cynique, reconnaissons que l'Afrique de l'Ouest a déjà donné dans ce registre. Les leçons qu'on ne tirera pas de cette histoire. Que modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir finit toujours par poser des problèmes. Que la répression ne résout jamais les crises politiques. Que la jeunesse africaine ne se résigne plus aussi facilement qu'avant. Mais bon, les leçons de l'histoire ont cette fâcheuse tendance à être ignorées par ceux qui en auraient le plus besoin. Cette histoire de président qui fête son anniversaire à coups de gaz lacrymogène révèle en réalité une vérité cynique sur la nature du pouvoir en Afrique. On peut hériter d'un fauteuil présidentiel, mais pas de la légitimité qui va avec. Faure Gnassingbé découvre à ses dépens que 20 ans de règne familial ne suffisent pas à faire oublier les aspirations démocratiques d'un peuple, mais bon, qui sommes-nous pour juger? Après tout, la démocratie est un concept tellement occidental. Les enseignements sur la nature humaine restent décourageants. Le pouvoir corrompt, la résignation a ses limites et la jeunesse finit toujours par se rebeller contre l'ordre établi. Les parallèles avec l'actualité régionale sont déprimants. Du Mali au Burkina, de la Guinée au Tchad, l'Afrique de l'Ouest semble condamnée à répéter les mêmes erreurs avec une créativité désespérante. Les perspectives d'avenir demeurent incertaines, mais amusantes à observer pour qui s'intéresse au spectacle de la condition humaine. Le Togo nous offre donc cette leçon magistrale. On peut changer la constitution, mais pas la réalité sociale. On peut contrôler l'information, mais pas l'indignation populaire. On peut hériter du pouvoir, mais pas de la sagesse pour l'exercer. Vérités éternelles que chaque génération de dirigeants redécouvre avec la même surprise naïve. Si cette petite leçon d'humanité politique vous a éclairé sur les merveilles de la gouvernance africaine contemporaine, vous savez ce qui vous reste à faire. Abonnez-vous, histoire qu'on puisse continuer à décortiquer ensemble les fascinantes innovations démocratiques de notre époque. Parce que franchement, entre les coups d'État créatifs, les réformes constitutionnelles sur mesure et les transitions démocratiques à géométrie variable, le spectacle ne fait que commencer. La prochaine fois, nous explorerons peut-être comment organiser des élections transparentes dans un pays où l'opposition est en prison. Autre spécialité régionale qui mérite qu'on s'y attarde avec la tendresse ironique qui convient à notre époque.